sa fille l'a mise à la porte, sans savoir qu'elle cachait 1,7 million de dollars. Rosa avait 68 ans lorsque sa fille, Clara, lui demanda de quitter la maison. Il n'y eut ni cri, ni larmes, seulement le bruit sec de la poignée qui se referma derrière elle. Un clic. Suffisant. Il existe des silences plus déchirants que 1000 insultes. Elle sortit avec 2 vieilles valises, une dans chaque main. Elle n'avait pas de roulette, était lourde, en toile rigide, les coutures prêtes à éclater. Elle les souleva avec effort, les bras tendus, la poitrine serrée. Elle portait juste ses vêtements et une dignité vacillante, mais encore debout. Clara ne la regarda pas dans les yeux. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, le visage tendu. Derrière elle, Roré, le mari de Clara, tenait le bébé dans ses bras comme si de rien n'était. « Maman, on en a parlé. On ne peut plus te garder. »« C'est trop, » dit Clara d'une voix basse, presque mécanique. Rosa ne répondit pas. Depuis longtemps, elle avait arrêté de compter les fois où elle s'était privée de nourriture pour que Clara ait une assiette pleine. Elle avait travaillé sous le soleil, sous la pluie, à nettoyer les maisons des autres, à frotter des sols, à laver du linge jusqu'à s'en faire saigner les mains. Tout cela pour sa fille. Et maintenant, pas une larme. Pas une étreinte. Elle se retourna lentement. Le poids des valises n'était rien comparé à celui qu'elle portait à l'intérieur. Elle marcha à petits pas, traînant son âme derrière elle. Arrivée au coin de la rue, hors de vue de sa famille, elle expira brutalement et, cette fois, éclata en sanglots. Silencieux, désespéré, coincé dans sa gorge, comme ceux de quelqu'un qui ne pleure pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond, l'oubli. Les valises reposèrent un instant au sol. Rosa porta ses mains à son visage et trembla. Personne ne la regardait. Alors, enfin, elle put pleurer. Ce que Clara ignorait, ce que personne ne savait, c'est que Rosa n'avait pas perdu son emploi. Elle avait choisi de partir à la retraite. L'arthrite dans ses mains l'empêchait de plier du linge sans ressentir le craquement de ses os. Son patron lui avait proposé de continuer à la payer pour des tâches plus légères, mais Rosa avait préféré partir la tête haute. Dans son vieux sac en toile, dissimulé entre des papiers et un carnet aux pages détachées, se trouvait une carte bancaire d'une banque peu connue. Le compte était à son nom depuis 23 ans, depuis qu'elle avait hérité d'un terrain aride et oublié à la périphérie de la ville. Tout le monde disait qu'il ne valait rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'accès. Qu'elle devrait le vendre pour ce qu'on lui offrait. Mais Rosa ne le vendit pas. Chaque année, avec acharnement, elle paya les impôts, même quand elle dut mettre en gage son alliance. 2 mois avant que la porte ne se referme sur elle, un ingénieur était venu dans son ancienne entreprise de nettoyage, demandant après elle. Il cherchait précisément ce terrain, situé au cœur d'un futur projet de ligne ferroviaire. On lui fit une offre à 7 chiffres. Rosa posa une seule question, cela peut-il rester confidentiel? 3 semaines plus tard, 1,7 million de dollars furent versés sur un compte d'investissement silencieux géré par une fondation sans nom. Elle n'en parla ni à Clara ni à Roré. Cette nuit-là, Rosa ne se rendit pas à l'hôtel. Elle alla dans un foyer pour femmes âgées du quartier San Lorenzo. Non pas par besoin, mais parce que là-bas, parmi les lits en fer et les couvertures rêches, vivaient celles qui, comme elle, avaient été rejetées par leur famille. Elle traîna ses valises jusqu'à la chambre la plus éloignée et les laissa dans un coin. Elle partagea son dîner avec une femme édentée. Écouta les récits de celles qu'on ne voyait plus. Invisibles. Résistantes. Et dans ce recoin oublié, Rosa se sentit de nouveau exister. Le lendemain, elle partit avec ses valises vers un vieux manoir en ruine, caché entre les arbres et le silence. Les vitres étaient brisées, le toit effondré, la végétation montait jusqu'à la taille. Elle l'acheta en liquide. Personne ne sut que c'était elle. 1 mois plus tard, sous le nom de « Sol de Esperanza S.A., comme propriétaire, le lieu renaquit. Toit neuf, lit propre, douche avec eau chaude, cuisine équipée, panneaux solaires, et un jardin fleuri au soleil. Personne ne sut qui avait payé. Et c'était exactement ce que Rosa voulait. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle ne voulait ni gros titres, ni honneur. Elle voulait simplement créer un lieu où personne ne serait jeté parce qu'il vieillit, tombe malade ou cesse d'être utile. Elle se mit à visiter des hôpitaux publics, des foyers pour enfants, des soupes populaires. Elle aidait dans l'ombre, à travers des fondations qui ne portaient pas son nom. À chaque don, elle laissait un mot écrit à la main, pour que personne ne soit laissé derrière. 1 an plus tard,
elle ouvrit officiellement le centre alimentaire La Table de Rosa. Ce n'était pas luxueux, mais chaleureux. Il y avait du pain fraîchement cuit, de la soupe chaude, des bénévoles qui savaient écouter. On ne demandait ni pièce d'identité, ni preuve de besoin. Il n'y avait qu'une seule pancarte à l'entrée. Elle disait simplement, ici, chacun à sa place. Clara, pourtant, vivait une autre histoire. D'abord, le loyer avait augmenté. Puis Roré avait perdu son emploi. Leur bébé était tombé malade. Les dettes s'étaient accumulées. Les jours, un à un, étaient devenus plus gris, plus lourds. Clara avait tenté de demander de l'aide à ses amis, à des connaissances, à sa propre famille, mais aucun n'avait répondu. Un soir, Roré était parti. Il n'avait pas dit adieu. Il avait seulement laissé un message vocal, « Je n'en peux plus ». Clara avait vendu ce qui lui restait. Désespérée, elle s'était retrouvée dans un foyer, son enfant dans les bras. Un après-midi, alors qu'elle errait sans but avec une bouillotte tiède et un sac de couches, elle avait aperçu un mur blanc. Gravé à la main, quelques paroles, La Table de Rosa. Ici, chacun à sa place. Elle était entrée. L'odeur du pain l'avait enveloppée comme une couverture chaude. Des enfants riaient. Des personnes âgées jouaient au domino. Une femme au teint brun, de petite taille, au regard solide, servait la soupe avec des gestes sûrs. Clara ne l'avait pas reconnue immédiatement, mais Rosa, elle, avait su. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement posé une assiette de soupe devant elle. Clara l'avait regardée, confuse, puis elle avait éclaté en sanglots. Rosa ne l'avait ni prise dans ses bras, ni grondée. Elle avait seulement murmuré, « Il fait froid. Reste ici. » Et, pour la première fois, Clara avait compris ce que sa mère avait fait. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, Clara n'avait pas fermé l'œil. Dans une chambre du 2e étage de La Table de Rosa, son fils blotti contre elle, sous une couverture tricotée à la main, elle avait fixé le plafond pendant des heures. La couverture ne suffisait pas à réchauffer le froid qui venait de l'intérieur. Les souvenirs affluaient dans sa tête, les mains de sa mère, fendillées par le savon, repassant son uniforme scolaire, le rire chaud de Rosa lorsqu'elle préparait du riz au lait. Et cette dernière image, celle qui la hantait depuis un an, sa mère portant 2 lourdes valises, s'éloignant sans un mot. Clara avait songé à demander pardon, à s'agenouiller, à lui expliquer que tout lui avait échappé. Mais quelque chose en elle lui disait qu'aucun mot ne suffirait. Les blessures causées par l'indifférence mettent longtemps à cicatriser, même quand il y a de l'amour. Le matin suivant, elle était descendue à la cuisine. Rosa n'y était pas. À sa place, une jeune femme au visage doux lui avait offert un café chaud et du pain encore tiède. Clara avait demandé après sa mère. Doña Rosa Parto, avait répondu la jeune femme. Parfois elle va à l'hôpital, parfois au centre communautaire. Elle revient toujours avant la tombée de la nuit. Clara s'était proposée pour aider. Elle avait lavé des assiettes, nettoyé des tables, balayé le sol. C'était le minimum. Pendant qu'elle s'activait, elle observait les bénévoles. Tous semblaient bouger avec une sorte d'harmonie paisible, comme s'ils appartenaient à ce lieu depuis toujours. Personne ne haussait le ton, personne ne donnait d'ordre. Chaque geste semblait chargé d'un seul but, faire sentir aux autres qu'ils comptaient. 3 jours s'étaient écoulés. Clara, silencieuse, travaillait. Son fils jouait dans le jardin à l'arrière, parmi des enfants qui couraient et riaient sous le soleil. Rosa apparaissait chaque après-midi, mais sans s'approcher. Elle saluait d'un signe de tête, demandait si tout allait bien, puis repartait à ses tâches. Jusqu'à ce jeudi, alors que Clara frottait des plateaux dans la cuisine, elle entendit une voix familière derrière elle. « C'est impeccable, ce que tu fais. » C'était sa mère. Debout, un tablier propre sur elle, un sac de légumes à la main. Clara se retourna, mais aucun mot ne lui vint. « Maman ?» Rosa lui fit signe de la tête, comme pour lui dire de ne pas parler. « Tu as mangé ?» Clara acquiesça. Rosa posa le sac sur la table, en sortit des tomates, des carottes, des gousses d'ail. « Tu aimes toujours cuisiner. » Clara baissa les yeux vers ses mains tannées, aux doigts rugueux. Elle acquiesça, timidement, avec un sourire effacé. « Oui, parfois. »« Alors mets un tablier, » dit Rosa. « Aujourd'hui, on prépare des lentilles. » Ce fut un moment simple, sans éclat, sans reproche. Mais tandis qu'elle coupait des oignons côte à côte, quelque chose se fissura doucement à l'intérieur de Clara.
Ce n'était pas de la tristesse. C'était un soulagement. Le sentiment furtif que, peut-être, il n'était pas encore trop tard pour réparer ce qu'elle avait brisé. Ce soir-là, après le dîner, Rosa l'accompagna dans une autre pièce, plus petite, mais chaleureuse. 2 lits propres. Une vieille chaise transformée en berceau improvisé. Cette chambre est à toi, aussi longtemps que tu en auras besoin, dit Rosa. Pas parce que tu es ma fille, mais parce que personne ne devrait dormir dans la rue si on peut l'en empêcher. Clara s'assit au bord du lit. Je t'ai déçu, maman. Rosa ne répondit pas tout de suite. Elle ne nia pas, ne maquilla pas la vérité. Elle s'assit simplement à ses côtés, lui prit la main et répondit, avec douceur. Et moi, je ne savais pas comment te dire que j'étais fatiguée. Un silence remplit la pièce. Un silence différent de celui de leur dernière séparation. Ce silence la réparait. Il ne blessait pas. Il laissait respirer. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé du terrain? Et de l'argent, demanda Clara. Rosa mit du temps à répondre. Puis, parce que je devais savoir, qui resterait près de moi si je n'avais rien à offrir. Rien que ma compagnie. Et, est-ce que ça en valait la peine? Rosa la regarda avec un mince sourire. Regarde-nous. On cuisine des lentilles, toutes les deux. Alors, je suppose que oui. Dans les mois qui suivirent, Clara s'intégra totalement. Elle organisa des cours d'alphabétisation, obtint des dons de livres, redessina le potager, créa un petit coin lecture. Sans s'en rendre compte, elle devint un pilier de ce lieu. Rosa l'observait, discrètement. Elle voyait le changement en sa fille. Autrefois, Clara mesurait la valeur en confort, en stabilité. À présent, elle la mesurait en action, en service, en humanité. Un jour, en nettoyant un vieux débarras, Clara trouva une boîte en bois, verrouillée par un cadenas rouillé. « Je peux l'ouvrir » demanda-t-elle. Rosa acquiesça, en silence. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos en noir et blanc, un carnet de notes, et au fond, une enveloppe cachetée à l'écriture tremblante, « Pour ma fille, si un jour elle me cherche. » Clara ouvrit la lettre, les mains tremblantes. Clara. Si tu lis ceci, c'est que tu es revenue. Que quelque chose en toi bat encore avec force. Je ne t'écris pas pour que tu me demandes pardon. Je n'en ai pas besoin. Je veux simplement que tu te souviennes que l'amour ne crie pas toujours. Parfois, il attend en silence, prêt à fleurir au bon moment. Tout ce que tu vois ici a été semé par de nombreuses mains. Moi, je n'ai fait que planter les premières graines. Maintenant, c'est à ton tour. Avec tout ce que j'ai été. Et tout ce que je suis encore? Maman. Clara lut la lettre 3 fois. Et quand elle reposa le papier, elle n'était plus la même femme que celle arrivée là, des semaines plus tôt, avec un sac de couches et les yeux noyés de peur. Elle était autre. Plus entière. Plus présente. Depuis le seuil, Rosa l'observait. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. 2 années passèrent. La table de Rosa s'agrandit. On y trouvait désormais des ateliers de couture, des cours de musique, des soins médicaux gratuits, et même des soirées cinéma pour le quartier. Les gens venaient de loin. Attirés par plus que la nourriture. Attirés par la chaleur humaine. Par la dignité qui flottait dans l'air. Et un jour, sans prévenir, Rosa tendit à Clara une chemise cartonnée. « C'est quoi » demanda-t-elle. « Les papiers du terrain, et ceux de la fondation. Ils sont à ton nom. » Clara la regarda, déconcertée. « Mais, pourquoi ?»« Parce que ça n'a jamais été à moi. Ça appartient à tous ceux qui se sont un jour sentis oubliés. Et toi, tu sais ce que ça fait. Tu sais comment les aider. Il est temps pour toi de prendre le relais. » Clara la serra dans ses bras. Sans culpabilité. Sans douleur. Mais avec tout le poids de l'amour qu'elle avait mis tant de temps à reconnaître. Cet automne-là, Rosa mourut paisiblement, dans son lit. Sans bruit. Sans drame. Comme elle avait vécu ces dernières années, en silence, mais avec un impact immense. Les funérailles furent simples, mais la pièce était comble. Enfants, anciens, médecins, professeurs, anciens collègues du ménage. Tous portaient une histoire différente, mais une même vérité, Rosa leur avait changé la vie. Clara prit la parole, à la fin. Dans une main, elle tenait la lettre. Dans l'autre,
le vieux tablier de sa mère. Ma mère est partie un jour par une porte qui s'est refermée sans bruit. Mais elle en a ouvert tant d'autres. Et jamais, elle n'a demandé quoi que ce soit en retour. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'une femme aux mains pleines de cicatrices a choisi la compassion, là où elle aurait pu choisir l'orgueil. Quand elle sortit du bâtiment, les rayons du soleil illuminaient l'entrée du réfectoire. Sur la planche de bois, gravée à la main, on lisait la phrase que Rosa avait fait inscrire le jour où tout avait commencé. Les portes qui s'ouvrent sont toujours plus fortes que celles qui se ferment. Clara leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois, elle ne se sentit plus seule. Et souviens-toi, abonne-toi, si tu crois qu'aucune mère ne devrait être oubliée. Combien sommes-nous encore à croire en la gratitude? Si cette histoire t'a touché, clique sur s'abonner. C'est gratuit, et il n'y a pas d'excuse à moins que tu ne veuilles ressembler à Roré, celui qui est parti quand on avait le plus besoin de lui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une leçon d'humilité, et dis-moi en commentaire, qu'aurais-tu fait à la place de Rosa?